Alors, il est 11 heures, on va commencer. Donc, bonjour à tous et toutes et bienvenue à cette webconférence organisée par le réseau rural normand pour vous présenter et puis pour voilà, échanger autour du label national de gestion durable du bois de haie. Donc, je suis Martha Métet, je suis en charge de l'animation du réseau rural normand à la région Normandie. Et donc, c'est Laurent Nevoux de la SIC Bois Bocage Énergie qui vous présentera le label dans une première partie. Donc, je voulais juste vous signaler en introduction aussi que ce projet de label, il a été sélectionné par le réseau rural européen parmi 24 projets de toute l'Europe dans un concours qui a eu lieu cette année sur les projets ruraux inspirants, donc des projets qui ont été sélectionnés pour se faire connaître un peu partout en Europe et pouvoir éventuellement inspirer d'autres territoires. Et c'est un peu aussi l'objet des webconférences qu'on propose pour pouvoir faire connaître ces initiatives et puis éventuellement les dupliquer ailleurs. Et là, d'autant plus qu'il s'agit d'un projet de label national. Donc le programme des webconférences, il est proposé une fois par mois et il est à l'initiative de Cap Rural, qui est le réseau rural Auvergne-Rhône-Alpes, qui a initié ce cycle et donc c'est en partenariat avec plusieurs réseaux ruraux régionaux. Donc chaque mois, c'est une initiative ou des travaux d'une région différente qui vous est présentée. Donc là, on va être ensemble pendant une heure, de 11 heures à midi. La première demi-heure, je vais laisser Laurent Nevoux présenter le label de gestion durable de bois de haie. Pendant cette première demi-heure, donc c'est là où je vous demande de couper vos micros et vos webcams et de ne pas interrompre l'intervenant. Donc voilà, ça va être juste sa présentation. Et puis dans la seconde partie, vous pourrez poser des questions. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a aussi un chat sur cet outil GoToMeeting. Donc vous pouvez aussi faire part de vos questions pendant la présentation. Et puis après, par le chat. Et puis, ça nous servira à distribuer ensuite la parole en fonction des gens qui souhaitent poser une question. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat, soit pendant la présentation, soit après, si vous avez une question ou si vous voulez prendre la parole. Donc ça, ce sera à partir de 11h30. Et puis, à la fin de la webconférence, on vous demande de rester un tout petit peu après la fin aussi pour donner vos impressions par chat. Voilà, ça nous permet d'avoir un petit retour à chaud sur la webconférence. Je vous signale aussi que le support de présentation là qui va être projeté, vous pourrez le voir. Alors, le micro qui est resté ouvert, voilà, il faut bien couper vos micros pour pas qu'on ait d'interférence. Merci. Donc, le support de présentation, on va le mettre en ligne. Et puis, la webconférence est également enregistrée. Vous pourrez la réécouter à l'issue de cette session aussi sur la page webconférence précédente du réseau rural. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Laurent Nevoux. Laurent, vous pouvez remettre en plein écran, là, parce que là, on n'a plus la présentation en plein écran. Et puis, je vous laisse dérouler la présentation. Et puis, voilà, moi, je vous retrouverai après pour les questions-réponses. Alors, vous m'entendez toujours? Oui, Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'accord. C'est bon là? c'est bon, c'est à vous. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Donc un label de gestion durable pour les haies, qui est initié depuis maintenant quelques jours, puisqu'on l'a lancé officiellement tout début octobre à Paris, en présence du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Environnement. Et donc un label qui, comme son nom l'indique, a pour objectif de préserver et d'assurer une gestion durable et une traçabilité du bois issu de l'entretien des haies, mais pas seulement, et c'est ce que je vais vous montrer à travers cette webconférence. Donc déjà, pour retracer un petit peu l'historique, voilà, les diapos diffusent bien. Je vous entends plus. Oui, Martha, oui, pas de ouais, problème. Oui, voilà. ça fonctionne. C'est bon, pas de problème, d'accord.
Donc, alors rapidement, hein, pour revenir sur ce calendrier, on avait en 2015, décembre 2015, le lancement du plan de développement de l'agroforesterie qui contenait un, comment, un certain nombre de mesures à mettre en place et dont la gestion durable du bocage faisait partie. Donc, à l'issue de ce plan, du lancement de ce plan, on a réuni un certain nombre de structures qui étaient motivées, mais aussi impactées par donc un développement du bois énergie assez important pour lancer ce projet de gestion durable. Et donc, ça a commencé en juillet 2016 avec d'abord la constitution de collectifs dans les 3 régions de l'ouest de la France, donc Bretagne, Pays de Loire, Normandie, pour voir comment on allait pouvoir constituer un collectif et trouver les financements pour amorcer ce travail. Et donc, à travers 3 structures d'approvisionnement local en bois énergie, hein, puisque c'était essentiellement nous qui étions concernés au départ, donc à savoir la SIC Bocage-Genèse en Bretagne, avec une collectivité locale voisine qui est l'Agnon-Trégor Communauté, la SIC de la Mayenne, pour les Pays de Loire, et puis Bois Bocage Énergie, donc en Normandie, dont je suis le représentant aujourd'hui. Voilà. Donc, et au niveau national, une structure qui est notre fédération d'acteurs du bocage et de la plantation, qui est la FAC Agroforesterie. Donc, ce travail, a duré là pendant 3 ans et il a permis donc de constituer un certain nombre d'outils que je vais vous présenter et donc qui s'est ponctué par un premier comité de suivi national en septembre 2018 et puis donc le lancement le 4 octobre dernier. C'est un travail de terrain qui a été fait par des producteurs avant tout, qui nous ont donc guidés sur ce qui est le plus efficace pour eux, c'est-à-dire être en lien avec leurs pratiques. Et ça a été l'objet d'échanges entre des agriculteurs de Bretagne, de Pays de Loire et de Normandie sur des indicateurs que je vais vous présenter, mais sommairement, et donc qui permettent vraiment d'assurer cette gestion durable de la haie. Donc, vous voyez, ça a été aussi un certain nombre de réunions importantes pour arriver à un outil viable, simple, qui soit utilisable par tout le monde. Donc, l'ensemble des partenaires dont je viens citer une partie ont aussi été accompagnés financièrement, en l'occurrence par des fonds européens, puisqu'on bénéficie d'un leader coopération sur les 3 régions, Bretagne, Normandie, Pays de Loire. L'accompagnement financier de la région Normandie, enfin des régions Normandie, Bretagne et Pays de Loire, de ministère de l'Agriculture dans cette première phase, pour le territoire de la Mayenne qui a mobilisé aussi du financement du ministère de l'Environnement et de la Fondation pour le progrès de l'homme. On lien ça avec nos territoires respectifs, nos GAL, nos groupes d'action locale, donc à la fois en Normandie et en Bretagne, qui sont donc les porteurs de ce financement européen. Donc, l'objectif de ce label, il n'est pas que à vocation des structures d'approvisionnement local en bois énergie et pas que pour le bois énergie. Il est pour tout ce que peut apporter la haie et le bocage dans les aménités positives, les externalités positives qu'il apporte. Donc, ça passe par la biomasse, ça passe par le carbone, ça passe par la reconquête de la qualité de l'eau, le paysage, l'agroécologie, la biodiversité. Ce label, il a pour objectif de servir un peu à toutes ces politiques publiques qui sont lancées parallèlement par les différents ministères et donc de pouvoir, soit en local, soit en national, être utilisable
par les acteurs du territoire. Vous allez voir de quelle manière je vais vous le présenter tout à l'heure. Mais donc, bien revenir sur le fait que ce n'est pas à vocation que Bois Énergie, comme ça a été beaucoup dit jusqu'à maintenant. Donc, pourquoi ce label et d'où on part? On a un bocage et des haies en France qui sont plutôt vieillissantes, qui sont en disparition, c'est ma diapositive d'après, mais surtout qui sont en dégradation, soit sanitaire, soit détériorées par des usages mécaniques ou des produits phyto ou des usages, des pratiques des agriculteurs qui ne sont pas forcément positives et qui n'assurent pas cette régénération et cette gestion durable. Et donc, on veut, à travers ce travail, inverser la dynamique, à savoir repartir sur, on l'espère, une diminution des arrachages de haies. Vous voyez, en France, sur les 750 000 km de haies, on continue toujours d'en perdre aux environs de 11 à 12 000 par an, alors qu'à travers les réseaux de planteurs, on n'en replante que 3 000 km par an. Donc, il est temps d'inverser cette tendance, surtout que l'arbre est remis au cœur de la question du changement climatique et de la préservation à la fois des enjeux que je viens de citer précédemment. Au-delà des plantations, il est aussi important de remédier à ce mauvais état écologique qui ne fournit pas tous les services environnementaux attendus pour tous ces enjeux. Et donc, les enjeux du label, on les a placés à travers 3 acteurs principaux, que sont avant tout les gestionnaires de bois, que sont les agriculteurs, les producteurs, parfois aussi les propriétaires, que sont les collectivités, qui possèdent des linéaires de haies, pour faire valoir les systèmes et les services écosystémiques rendus par la haie. Donc, à travers des principes de gestion durable de la haie, traduits en indicateurs et avec un guide de bonne gestion et des bons gestes à réapprendre, parce que finalement, à travers ce label et le témoignage des producteurs et les indicateurs qu'ils nous ont fournis, on réinvente finalement des pratiques qui ont toujours eu lieu et qui ont plutôt été abandonnées pour les remettre au devant de la scène et les faire réutiliser par les producteurs d'aujourd'hui. Donc, premier bénéficiaire de ce label, les producteurs. Deuxième bénéficiaire, les distributeurs et les revendeurs de bois, à travers la traçabilité qu'on veut mettre en place derrière ce label. Donc, participer évidemment à redonner une valeur économique au bois issu de cet entretien des haies. Donc, en encadrant une mobilisation du bois hors forêt qui n'existait pas jusqu'à maintenant, et avoir une traçabilité et une origine locale, tant qu'à faire, du bois, puisque c'est l'objectif majeur du Bois Énergie, tant qu'à faire, d'être local. Mais ça ne s'adresse pas qu'aux structures, petites structures d'approvisionnement comme nous le sommes nous, qui ont plutôt pour vocation à alimenter des petites chaufferies en milieu rural. Il peut servir à des distributeurs plus importants dans un cadre régional ou interrégional, avec des structures qui alimentent des plus gros réseaux de chaleur et dont on souhaite qu'ils s'emparent eux aussi du label et qu'ils puissent appliquer les principes de gestion durable de l'AI. Troisième groupe de bénéficiaires, les acheteurs de bois et la société civile en général. Donc, pour acheter responsable à travers des achats de bois qui sont garantis et donc qui sont tracés. Et puis, une sorte de coparticipation avec la société civile et les collectifs pour constituer ces groupes de producteurs, de gestionnaires et de distributeurs à l'échelle des territoires, donc réutilisables par tous. Donc, ce label s'articule autour de 4 outils majeurs. Donc, un cahier des charges de gestion, un cahier des charges de distribution, un outil informatique que je présenterai très rapidement de traçabilité et d'enregistrement des pratiques et une chaîne de certification, puisque ce label fait l'objet d'une certification par un organisme extérieur qui assure l'indépendance et la neutralité qu'apporte une certification en général.
On va commencer par le cahier des charges gestion. Donc, on a axé le travail des indicateurs, enfin le choix des indicateurs sur des cycles de gestion adaptés à un bon renouvellement des haies. Hein, c'est l'enjeu majeur. Assurer la durabilité, améliorer et avoir un bon état écologique de la haie et de toutes les externalités positives que j'évoquais tout à l'heure. Ne pas subir les pratiques dégradantes à travers les quelques photos que je vous ai aussi montrées, et évidemment éviter la surexploitation dans des filières bois-énergie qui ne seraient pas maîtrisées. Donc, je l'ai déjà dit, ce label et ces indicateurs ont été élaborés au pied des haies, donc avec une entrée qui était celle des producteurs, simple à vérifier, adaptée aux différents types de haies et à tous les territoires nationaux, construit à partir de l'expertise des agriculteurs à plusieurs échelles, donc à l'échelle de la coupe de l'arbre, donc de la haie, de l'ensemble de l'exploitation, et d'avoir cette vision aussi à travers l'échelle paysagère sur la question de l'exploitation. Un élément important, on n'était pas là pour mettre en place une certification qui juge le producteur et qui le sanctionne en étant dedans ou pas dedans. L'idée, c'est la progressivité. C'est bien d'être dans une démarche progressive d'amélioration des pratiques, que le producteur retrouve ces gestes qu'il a parfois oubliés, des gestes qui permettent la gestion durable, et qui sont axés sur 3 paliers, avec un premier niveau qui correspond on va dire au socle du label, qui est un peu l'élément indispensable avant de démarrer, qui est la réalisation d'un plan de gestion de haies. Donc plan de gestion de haies, de gestion durable des haies, qui est finalement une photographie à un instant T de l'ensemble de l'exploitation, avec en même temps la réalisation d'un premier audit d'entrer dans le label, qui permet ou pas, du coup, aux producteurs de rentrer dans ce premier niveau 1, où là, on a regroupé une dizaine d'indicateurs qui sont essentiellement ceux qui permettent d'assurer la gestion durable. Ensuite, des indicateurs d'amélioration et des indicateurs de perfectionnement qui vont permettre, au bout de 6 ans pour le niveau 2 et puis de 10 ans pour le niveau 3, d'atteindre 80% des indicateurs qu'on a inventoriés dans ce label, et donc qui vont permettre aux producteurs d'être progressivement de plus en plus efficaces sur la gestion de leur bocage. La progressivité, je voulais rajouter un petit élément, ça ne me revient plus, mais ça va venir plus loin, c'est pas grave. Donc avec quelques présentations d'indicateurs, dont un qui fait aujourd'hui l'objet de beaucoup d'attention, puisque c'est un des socles qui permet la gestion durable, qui est la coupe au ras du sol, donc un indicateur à l'échelle de l'arbre, qui rentrera dans le niveau 1, qui sera un élément indispensable. C'est-à-dire que, alors voilà, c'est ça que je voulais dire, on n'a pas créé ces indicateurs au regard des moyens utilisés. C'est bien un objectif de résultat. La mécanisation, les têtes d'abattage ne sont pas proscrits par rapport à la mise en place de ce label. Peu importe les outils utilisés par le producteur, l'important c'est le résultat. Et c'est ce qu'on regarde. Donc on va auditer 3 haies de l'exploitation, qui ont été exploitées depuis les 5 dernières années. Et on va se concentrer essentiellement sur ces haies exploitées depuis 5 ans. Et on va mesurer ces indicateurs à l'échelle de ces haies-là. Donc, c'est en plus des audits qui se font assez rapidement, qui permettent finalement un bon contact aussi avec le producteur, même pour ceux qui démarrent dans cette question de la gestion durable de la haie. Un indicateur, voilà, donc pour la coupe, des indicateurs pour limiter les pratiques dégradantes. Alors, on a considéré qu'on avait une ligne de vie de la haie, c'est-à-dire un espace qu'on ne touche pas ou qu'on ne touche, disons,
qu'on touche différemment, et du coup, on préserve la régénération naturelle et on favorise le développement des arbres existants. Donc, ça permet de combiner à la fois plantation, regarnissage, entretien et exploitation. Donc, tous les échelons sont possibles, évidemment. Par contre, on a été assez rigoureux. Alors, il y a une petite coquille sur ma photo. Donc, le niveau 1, là, pas de désherbage chimique à moins de, c'est 1,50 m de l'axe de la haie et non pas 2,50 m. Donc, cette ligne de vie, on la considère comme, par exemple, le haut du talus sur la photo qui est présentée là, donc qui fait 1 m de large en haut. Et donc, ça veut dire que pas de traitement chimique jusqu'au pied du talus pour permettre la régénération de la haie. Et puis, pas de broyage sur le haut de la haie, de manière à éviter la destruction d'éventuels arbres d'avenir. Un autre indicateur, là, qui est de perfectionnement, de niveau 3, qui est le maintien d'une bande enherbée, en particulier en zone de culture, au pied de la haie, pour favoriser cette interface, en particulier pour la biodiversité et pour la lutte avec les auxiliaires de culture, donc une interface entre la haie et la culture de l'agriculteur. Des indicateurs à l'échelle du paysage et de l'exploitation en général. Donc, un indicateur de niveau 1 pour éviter la surexploitation du bocage, bien qu'on ait été relativement large, ça a fait l'objet de beaucoup de débats, c'est-à-dire qu'on peut prélever quand même jusqu'à 1/10 du linéaire total de l'exploitation. Donc, ce qui n'est pas négligeable quand on sait que la moyenne des exploitations, alors évidemment là je parle un petit peu plus pour l'ouest de la France dans les travaux que l'on mène parce que voilà on est de ce secteur-là, représente entre en moyenne on a 10-12 km de haies par exploitation de 100-120 hectares. Voilà. Donc, éviter la surexploitation. Et un indicateur à l'échelle du paysage, c'est de reconstitution de haies, donc qui est là de niveau 3. C'est-à-dire qu'au bout des 10 ans, l'agriculteur a reconstitué une partie du maillage pour se coller à la moyenne de la densité de haies de son territoire. Et ça, c'est chaque territoire qui va le définir à travers soit des concertations locales, soit à travers le groupe de producteurs qui l'anime. Et donc, chacun pourra définir la maille qui lui semble la plus objective et la plus efficace possible. Donc, un deuxième cahier des charges, qui est le cahier des charges distribution, donc avec un élément important d'assurer que le distributeur revend bien 100% de son bois issu de gérer durablement. Alors, ça paraît peu compréhensible comme ça, mais c'est qu'on a pris les enseignements, par exemple, des labels de gestion forestière comme PEFC, ou je prends un exemple, une scierie qui achète 60% de bois PEFC peut revendre derrière 100% de bois PEFC. Donc, il en achète 60, il y en a 40 d'origine inconnue, mais il peut en revendre 100 labellisés. Nous, on n'a pas voulu ça, donc c'est que le producteur, enfin plutôt la structure qui achète du bois labellisé ne peut le revendre en labellisé que sur la base des 100% qu'il a acheté. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il doit faire 100% de l'ensemble de ses bois en labellisé, mais ce qu'il produit comme labellisé est 100% durable. Local, avec un bilan carbone positif, donc avec un chiffre à retenir qui est simple à retenir. 1 mètre cube de bois transporté égale 1 km parcouru, c'est-à-dire que à la fois en petite filière locale avec des remorques ou des transporteurs qui transportent 20 ou 30 mètres cubes, et ben on peut faire 30 km. Et puis une structure plus importante qui parcourt avec un camion de 90 mètres cubes, et ben 90 km, peut aussi rentrer dans le label. Donc ça n'exclut pas des gros approvisionnements vers des plus grosses chaufferies. Équitable, l'idée c'est de montrer aussi qu'il y a une juste rémunération du producteur et que surtout on n'achète pas le bois à perte auprès du producteur. Donc ce petit schéma pour expliquer rapidement, alors voilà, vous avez deux entrées en haut à gauche, du bois labellisé et du bois non labellisé. Ça rentre sur des plateformes ou directement vers des chaufferies.
Si on achète 80 tonnes de bois labellisé, on ne peut en revendre que 80 tonnes. Voilà. Donc, c'est l'élément essentiel à retenir. Je ne vais pas plus dans le détail. Après, bah, c'est le bilan carbone positif, je viens de le dire, 1 mètre cube transporté pour 1 kilomètre parcouru. Et du coup, de passer à une garantie de transparence et de traçabilité à travers aussi l'outil informatique que je vais vous présenter rapidement. Donc, provenance de la matière, volume de bois commercialisé, donc ça donne un droit de vente, et la chaîne de contrôle et du respect du cahier des charges. Donc, rapidement, donc on a créé aussi une interface très simple qui sera réutilisable par toutes les structures qui voudront auditer et avoir des groupes de producteurs, donc qui permet d'indiquer pour chaque indicateur si le producteur, oui, répond à l'indicateur, non, n'y répond pas, ou l'indicateur est sans objet. En fonction du type de haie, les onglets sont modifiables ou pas, et c'est relativement simple à utiliser, et ça permet vraiment de passer aussi du temps avec le producteur et d'être concentré sur ce qu'on lui dit, plutôt que de remplir des feuilles de papier et d'être plus concentré à écrire qu'à parler de gestion avec lui. Voilà, donc c'est bien aussi pour faciliter le dialogue avec le gestionnaire. Donc, et qui se traduit par un rapport d'audit, hein, voilà, avec un exemple ici. Donc, un producteur qui a acquis 100% des indicateurs du niveau 1, qui est à 70% du niveau 2 et 56% du niveau 3. Et on rappelle les pratiques à faire évoluer, à la fois qui sont soit en cours d'acquisition, ça veut dire en cours d'acquisition, c'est qu'une partie des haies qui ont été auditées étaient bonnes et puis d'autres ne l'étaient pas. Et puis les indicateurs non acquis, ça veut dire où là, toutes les visités n'ont pas été, ne répondaient pas aux critères. Alors ensuite, c'est la chaîne de contrôle et de certification, donc qui est réalisée. Alors pendant les premières années du label, on travaillera avec un organisme certificateur de Rennes qui s'appelle Certis, qui nous a co-accompagnés dans la construction de ces cahiers des charges et qui s'est aussi co-formé avec nous à ces pratiques, hein, qui a suivi une partie des visites de terrain et que l'on va former aussi les futurs certificateurs pour qu'ils puissent interpréter de manière objective les indicateurs du label sur le terrain, puisque c'est quelque part un métier aussi de technicien forestier et donc il y avait besoin de cet échange et de cette co-construction avec Certis. Donc, pour vous expliquer la chaîne de contrôle, donc on a d'un côté un cahier des charges gestion, de l'autre un cahier des charges distribution, avec en face soit des gestionnaires individuels, c'est-à-dire que un agriculteur, genre je dis agriculteur, je devrais parler de gestionnaire, mais j'ai encore un petit peu de mal, donc puisque ça peut être une collectivité ou un particulier, voilà, qui a suffisamment de haies pour se présenter au label, à la certification. Donc ça peut être à la fois en individuel. Évidemment, le coût de contrôle sera plus élevé puisque ça sera directement impacté sur une seule personne, ou alors à travers une organisation collective de gestionnaires. L'idée, c'est d'avoir un groupe, donc je prends l'exemple de nous, par exemple, une SIG Bois Bocage qui aura son collectif de producteurs et donc qui engagera des audits auprès de l'ensemble de ces gestionnaires. Et ce sera nous qui seront labellisés collectivement. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'assure que nos gestionnaires travaillent bien en amont. On présente ces gestionnaires à la certification et derrière, c'est la structure qui est labellisée. Un autre exemple, ça peut être un groupement de vulgarisation agricole, un CIVAM, un parc, un syndicat de bassin versant qui constitue une dynamique collective autour de la gestion durable et du coup qui réalise des audits en interne auprès de ses producteurs et qui, du coup, présente à la certification de Certis les producteurs qui seront à même d'être labellisés. Côté distribution, c'est chaque distributeur de bois bocager qui pourra prétendre à la certification.
Et donc, tout ce monde-là sera donc certifié à travers la visite de Certis, donc soit, je l'ai dit, individuellement, soit, alors individuellement, ça sera un audit tous les 2 ans. Collectivement, ça sera un audit par an pour l'ensemble du groupe. Et là, l'organisme certificateur retiendra 10% au hasard des producteurs de ce groupe et puis changera tous les ans. Et tous les ans aussi, le distributeur de bois bocager qui pourra être audité. Et donc, l'idée à travers, alors dans la partie basse du schéma, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est que la structure, l'organisation collective de gestionnaires, hein, l'OCG, anime en interne cette dynamique d'audit interne pour faire monter progressivement les niveaux. Et c'est ça aussi qui sera audité par l'organisme certificateur, c'est la méthodologie mise en place par cet OCG pour faire monter en compétences les producteurs vers le niveau 3. Donc, le déploiement du label et sa mise en place. Donc, alors, on a une phase de test des outils, d'organisation et de mise en œuvre de ce label à l'échelle déjà nous, nos structures. Hein, donc, on reprend les mêmes et on et Mayenne Bois Énergie pour les Pays de Loire vont organiser d'ici le mois de janvier, février, l'audition d'une grande partie de leurs producteurs et de les présenter à la certification. Donc ça va constituer ce qu'on a appelé de l'animation locale, donc chacun dans nos territoires. Et puis dans le même temps, on va se rapprocher de l'ensemble des structures qui le souhaitent, mais qu'on a déjà en partie identifiées, chacun sur nos territoires respectifs, à la fois en Normandie, en Bretagne et en Pays de Loire, pour engager de nouveaux acteurs vers la constitution de ces organisations collectives de gestionnaires, de ces OCG. Et puis, au niveau national, une animation qui sera pilotée en particulier par la Fac Agroforesterie, dont je suis du coup un peu le représentant aujourd'hui pour vous présenter ce label avec voilà, des conférences, des interventions, des présentations aussi dans les différents ministères de l'avancée de ce label pour progressivement mobiliser tous les acteurs qui voudront le mettre en place. Quand je dis aussi l'animation régionale, c'est aussi aller voir tous les acheteurs de bois ou tous les financeurs qui sont susceptibles de pouvoir intégrer dans leur cahier des charges ou dans leurs appels d'offres de l'approvisionnement avec du bois labellisé. Donc, ce déploiement va se faire, donc, comme je viens de le dire, à travers les 3 structures territoriales. Et puis, l'objectif, c'est qu'on développe chacun sur nos territoires et qu'on forme nos collègues, soit structure d'approvisionnement, soit structure de développement. Et donc, on arrive à environ une quinzaine, vingtaine d'OCG sur l'ensemble du territoire. Et puis d'atteindre des objectifs de gestion sur l'ensemble, enfin une grande partie des territoires bocagers de France, avec la mobilisation d'acteurs, donc sur les Hauts-de-France, la région Centre, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, et un objectif de 3500 agriculteurs gestionnaires et 35 000 kilomètres de haies gérées durablement, voilà, à travers 54 organisations collectives. Alors bon, on espère y arriver, mais c'est vrai que c'est un beau challenge et on sent qu'il y a une vraie attente et déjà beaucoup de sollicitations autour de ce label. Hop, ça défile plus, je ne sais pas pourquoi. J'avais une dernière diapositive. Je ne sais pas ce qui se passe. Hop là. Je vais essayer de me remettre à travers l'autre écran. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Voilà, donc c'était pour vous reparler du lancement officiel, voilà, puisque le temps passe vite, et vous présenter à minima son nom. Donc il s'appelle le label E, avec une accroche ressources durables de nos territoires.
donc en tant que ressource, pas simplement, comme je l'ai dit, bois énergie, mais toutes les ressources, les externalités positives de la haie, et donc avec un label dont on espère qu'il va pouvoir se développer rapidement et dans de bonnes conditions à travers tous les acteurs qui seront intéressés pour le mettre en place. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester via le chat pour qu'on puisse vous donner la parole. Je vois déjà un micro ouvert. Romain Piette, est-ce que vous avez une question? Non? Romain Piette de la communauté de communes de Saint-James? Non? Non. Bon. Alors, Saint-James, dans la Manche. Saint-James, oui, pardon. Non. Alors, on a une question. Alors, Eric du CRPF Normandie, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Vous pouvez mettre la webcam si vous souhaitez. Oui, bonjour. Je voulais savoir quel était le coût pour le gestionnaire de haies, alors soit au kilomètre, soit je sais pas, une autre unité, savoir quel était le coût de cette certification. Alors, il n'a pas été encore défini à titre individuel. Donc, on sait par Certis que si une personne seule veut se faire certifier. Vous m'entendez bien? Allô? On entend bien, hein, c'est bon. D'accord, c'est bon, pardon. Ouais. Donc, oui, un audit de certification, c'est pour une personne seule, ça serait entre 300 et 400 euros, mais Certis n'a pas encore complètement donné les tarifs. Et puis, bah, l'idée d'une certification de groupe, bah, c'est de faire baisser ce coût. Pour une structure, enfin, l'idée, c'est que ce soit gratuit pour le producteur et que ce soit plutôt les organismes collectifs de gestionnaires qui puissent prendre à leur charge une partie de ce coût. Et là, j'ai pas de tarif encore à vous donner. On est dans cette phase de finition avec Certis, donc je ne m'avance pas. D'accord. Laurent Julien Binard de la Chambre d'agriculture de l'Ain, si vous voulez ouvrir votre micro, vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour. Oui, je l'avais posé sur le chat. En fait, c'était juste pour savoir déjà dans les trois groupes existants qui nous ont été présentés, ça représente combien de producteurs et combien de linéaires de haies? Alors, dans nos groupes, là, on a l'objectif de faire 35 audits producteurs sur la centaine de producteurs chacun qu'on a dans nos structures. Et donc, voilà, si on a une trentaine d'audits, je vous disais tout à l'heure, une dizaine de kilomètres de haies par producteur. Donc, on sera à peu près sur 300 kilomètres de haies labellisées. Pardon, pour une structure, hein, j'entends. Donc, vous multipliez par 3, donc à peu près 1000 kilomètres de haies pour cette première année. D'accord, merci. On avait une autre question sur les indicateurs. Monsieur Bell, vous pouvez ouvrir votre micro. Ou Madame. Oui, bonjour. C'est l'association Elle en Bretagne, Jacques Bernard. Allez-y. Ouais, en fait, je me demandais dans le cahier des charges de distribution, on a bien compris le volet durable, local et équitable, mais sur le volet équitable, j'ai pas bien entendu comment on arriverait à avoir un critère ou des critères sur ce volet-là. Alors, c'est un critère qui n'a pas été simple à définir. Ce qu'on a retenu pour l'instant, c'est qu'on a des référentiels avec des prix moyens de chantier à travers le réseau CUMA en particulier, hein. Donc, sur l'ensemble des acteurs qui travaillent dans le bois énergie, mais pas que. Et donc, c'est que la rémunération de tous ces postes soit assurée
et que on laisse une petite marge aux producteurs, ce qui permet d'assurer voilà, une rémunération complète de tous les postes de l'abattage jusqu'au transport, soit jusqu'aux chaufferies, soit jusqu'aux plateformes de stockage, intégrant les coûts de transformation, de séchage, de mobilisation de stock, etc. D'accord, merci. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des différents modes de séchage envisagés? Je ne sais pas, est-ce que ça va jusque-là? Parce que il y a notamment le Ségrafo qui a fait une étude sur tout ce qui est séchage à plat, où on commence à avoir un petit peu des références là-dessus. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que ça rentre dedans? Le volet qualité de plaquettes aussi, je me demandais s'il y avait un volet sur la qualité. Non, voilà, c'est pas un label de qualité du bois. C'est bien de gestion durable et de traçabilité. Il y a d'autres certifications qui sont en cours. Je pense à CBQ+, qui est en train de se développer, qui eux sont vraiment des certifications sur la qualité du produit. Là, il ne s'agit pas de ça. Et après, sur les différents modes de séchage, peu importe. L'important, c'est que dans tous les postes que ça génère, on arrive à un prix qui soit quand même rémunérateur pour le producteur. Et on est autour de combien d'euros la tonne pour le producteur évalué? Enfin, une moyenne, est-ce qu'il y a une moyenne ou est-ce que… Oui, on est sur les moyennes connues de la plupart du réseau, entre 50 et 55 euros de la tonne rendue en bois vert sur des plateformes ou des parts chantiers pour l'alimentation de chaufferie un petit peu plus grosses. Et puis, si on est sur du bois sec, une centaine d'euros la tonne. D'accord, merci, c'est très, très précis, merci. Henri Thénard d'Heure Bois Déchiqueté, vous aviez une remarque sur les audits. Je vous laisse la parole si vous voulez ouvrir votre micro. Si j'y arrive. Oui, bonjour. Oui, c'était l'audit tous les 2 ans. Je trouve que c'est un peu court. Je ne sais pas est-ce que j'ai bien compris. Vous m'entendez? Alors, oui, ça dépend du niveau dans lequel se situe le producteur. C'est-à-dire que là, on a audité les premiers producteurs, alors évidemment les plus motivés du groupe. Ils sont déjà, pour certains, à 80% du niveau 3. Donc, autant dire qu'ils ne verront pas l'auditeur très fréquemment, ils n'en ont pas besoin. Par contre, un producteur qui est donc dans le premier niveau ou qui n'a pas encore atteint le premier niveau, eh bien, en tant qu'organisation collective de gestionnaires, on va aller le voir tous les ans pour le faire monter en place et on va le présenter à la certification ensuite. Et donc, pour un gestionnaire indépendant, individuel, je pense que c'était là le sens de ta question, Henri, eh bien, c'est plutôt en fonction là aussi de son niveau. Si il atteint 80% du niveau 3 dès le premier audit, l'organisme certificateur ne retournera pas le voir avant un petit moment. Donc, d'accord, ok, je n'avais pas bien compris. Donc, il peut être certifié pour les 5 années suivantes. Voilà. Toutes ces modalités d'entrée et de sortie sont en train aussi de se roder. Évidemment, on vient tout juste de le démarrer et on a besoin de nous-mêmes d'être confrontés à la réalité aussi des tests et donc des écarts qu'on va pouvoir rencontrer d'un producteur à l'autre et comment on gère ces écarts. On l'a mis schématiquement, mais après, voilà, il y aura la mise en œuvre concrète. Alors, je rebondis sur les écarts. Quand tu dis que sur les 80 tonnes là, sur la diapo, 80 tonnes de rentrée, ça fait 80 tonnes sorties en labellisé. Il y a quand même une perte au séchage. Est-ce qu'il ne faut pas laisser un peu de flexibilité là, parce que Si. voilà, on perd toujours un peu de poids. C'était pour simplifier la lecture et la présentation, mais évidemment, il y a des conversions, il y a des taux de conversion de perte de poids. Si on fait rentrer 100 tonnes de bois vert à 50% d'humidité, évidemment, quand on le revend en combustible sec pour des petites chaufferies en milieu rural, eh bien, il n'y en aura plus que 75 tonnes. Et donc, le distributeur, il ne faudra pas qu'il vende plus de 75 tonnes de bois labellisé. D'accord. Je ne me suis pas lancé dans les correspondances qui sont toujours source de confusion. Merci. Mais là aussi, à travers l'outil
de suivi et que je vous ai présenté rapidement, l'outil informatique, il y aura un outil spécifique pour les distributeurs qui pourront rentrer les volumes, entrer plateforme, et ils indiqueront leur taux de perte, qui correspond souvent aussi à leur comptabilité, parce que ça sera lié à la comptabilité de la structure. Il faut évidemment que les taux qui soient indiqués pour le label soient les mêmes qui soient utilisés par le comptable ou le commissaire aux comptes. Et donc, on se fie à ce taux de perte pour définir le bois sorti par le distributeur. D'accord, merci pour ces échanges. Pierrick Cordouin, vous pouvez poser vos questions. Allez-y. Non, pas de questions. Alors, on peut passer du coup à monsieur ou madame Andrieux qui avait une question. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour, Christophe Andrieux de Villedieu Intercom sur territoire Sud-Manche. La question D est redondante chez nous. On a un gros linéaire de haies, mais aucune exploitation particulière et une absence de débouchés directs, chaufferie, etc. Est-ce que ce label ou ce genre de réseau peut permettre d'organiser justement des débouchés, même si elles ne sont pas à proximité immédiate? Oui, oui. Dans les indicateurs pour les distributeurs, on vous parlait de distance qui permettent de transporter le bois, voilà, jusqu'à 90 km, puisque une grosse benne à fond mouvant, 90 mètres cubes, voilà, contient donc 90 mètres cubes, donc ça permet d'emmener à 90 km. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez quand même organiser la mobilisation de la ressource et enclencher une dynamique de territoire autour de l'animation d'amélioration des pratiques auprès de vos producteurs sur votre communauté de communes, avec des acteurs ou pas, et enfin des animateurs en interne ou des structures autres, et du coup de vendre ou de trouver un débouché pour ces producteurs dans d'autres chaufferies régionales en Normandie ou en Bretagne même, puisque vous serez dans le périmètre. Oui, c'est ça. D'accord. Ok, très bien. Merci. Merci. Alors, peut-être Laurent Julien Binard, si vous voulez reprendre la parole sur la valorisation. Vous aviez une autre question? Oui, je m'interrogeais, on m'a parlé effectivement de bois énergie, enfin, vous disiez que ce n'était pas non plus la seule finalité, il y avait d'autres aménités. Je me pose aussi la question sur la question de la valorisation, si au travers de vos groupes, il y avait aussi d'autres voies qui étaient explorées, notamment sur le paillage des animaux pour les éleveurs ou hors agricole, notamment le paillage aussi pour justement d'autres plantations ou des végétaux avec des collectivités ou autres. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est vraiment un label de gestion des pratiques et de traçabilité de la matière. Mais après, quelle que soit la valorisation qui est envisagée derrière, c'est tout à fait possible. Il y a aucun problème pour cela, puisque le bois qui est revendu par la structure distributrice peut être à vocation énergie, mais pas que. D'ailleurs, là, on a parlé. On a fait des petits schémas avec du bois plaquette, mais ça concernera à l'avenir aussi le bois bûche ou le bois d'œuvre qui est issu de l'entretien des haies. Une autre forme de valorisation, j'en ai pas parlé, et pourtant elle est importante, et c'est aussi un des objectifs à travers les politiques publiques, et en particulier demain la PAC, c'est la valorisation de ce label. On l'espère, évidemment, c'est des enjeux qui nous dépassent un petit peu, qui sont plus politiques, mais à travers les paiements pour services environnementaux qui seront mis en œuvre dans la prochaine PAC, dans le premier pilier de la PAC, on espère que les producteurs pourront justifier de ce service rendu pour la gestion durable et pour les services environnementaux pourront bénéficier d'un financement de leur au kilomètre de haie. Les critères sont à mettre en œuvre avec les ministères, mais nous sommes en discussion avec le réseau de la FAC Agroforesterie pour faire valoir auprès des politiques publiques, et on l'espère de la prochaine PAC, cette forme de valorisation qui permettra de récompenser et de rémunérer les producteurs.
et pas simplement dans le deuxième pilier de la PAC, comme c'était jusqu'à maintenant le cas à travers des mesures agri-environnementales, enfin des formes plus contractuelles. Là, l'idée, c'est que ce soit un paiement direct aux producteurs, voilà, comme les autres postes de l'exploitation agricole. D'accord. Éric Incelin, vous aviez aussi une remarque sur la valorisation, sur la valorisation carbone cette fois? Allez-y. Oui, parce que je travaille aussi sur les aspects carbone au niveau forestier. On s'était intéressé avec l'association Normandie Faut Rêver à développer les haies pour faire de la compensation carbone au milieu agricole. Ce qui nous avait empêché de continuer, c'était l'absence de garantie de pérennité de la haie. Donc, dans ce cadre de ce label-là, comment on peut garantir la pérennité des haies qui sont en place sur des périodes qui vont quand même autour de 30, 40 ans? Eh bien, c'est bien l'objectif de ce label, c'est d'assurer la durabilité et que par la pratique, l'agriculteur se réapproprie cet entretien du bocage et assure la régénération et la productivité, voire une augmentation de la productivité des haies, donc sur l'ensemble de son linéaire. Bien évidemment, les failles dans la réglementation aujourd'hui lui permettent de supprimer des haies, et ça, voilà, il faudrait que ça devienne réglementaire, mais donc c'est pas l'objet, nous, de notre travail. L'objet, c'était au moins que l'existant et que les haies qui soient replantées à venir soient garanties en termes de durabilité. Il y a déjà quand même un premier niveau, c'est que la PAC a en partie permis de limiter les possibilités d'arrachage, et les producteurs doivent demander auprès des DTT l'autorisation de pouvoir supprimer ces haies-là. Mais bien évidemment, ça peut aller plus loin. Mais là, c'est du volet réglementaire. Nous, on n'est pas dans ce cadre-là. On est là plutôt de la dynamique et, comme je l'ai expliqué, de l'amélioration et de redonner un intérêt aux producteurs pour cet atelier de l'exploitation, et le fait que ça devienne un atelier avec une rémunération par la PAC ou une rémunération par des filières de valorisation sera pour nous la meilleure garantie d'une gestion durable, et que les producteurs et ses successeurs ou ses repreneurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de haies qui repartent à l'agrandissement, puissent préserver ce linéaire-là en y retrouvant un intérêt économique. D'accord. Je me fais aussi le relais de Pierrick Cordon qui avait deux questions mais qui a un problème de micro. Donc sur la question, le rapport 1 km parcouru par mètre cube, est-ce que ça comprend le chantier à la plateforme puis la plateforme à la chaufferie? Ça, c'est une première de ces questions. Oui, il y a les deux. Du chantier à la plateforme. Donc voilà, premier niveau, 1 km pour 1 mètre cube, et puis de la plateforme jusqu'à la chaufferie. D'accord. Et la deuxième question, c'était donc sur si les producteurs au sein d'une OCG a un contrôle qui est négatif par rapport au label, est-ce que toute la certification collective tombe? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est pas plus intéressant de faire certifier individuellement? Enfin voilà, comment ça fonctionne ce travail Alors, en collectif? effet, ce travail collectif, on l'a voulu quelque part aussi jusqu'au bout, et c'est de se dire que tout le monde a l'objectif d'être solidaire de ses petits camarades, et donc c'est le cas de toutes les certifications collectives. Donc, un producteur qui ferait des bêtises et qui serait déclassé entraîne le déclassement de tous les autres, enfin de l'ensemble de l'organisation collective. Donc, pour ça, on a prévu des garde-fous et éviter les problèmes. Mais si la structure en amont, l'organisation collective de gestionnaires, fait bien son travail à travers les audits annuels, du coup, elle ne présente pas à la certification des producteurs qui seraient défaillants. Voilà, donc c'est à elle en amont de faire le travail, même si on a prévu qu'en cas de pépin,
il y ait quand même un délai pour que le producteur se remette dans le droit chemin et que ce ne soit pas l'ensemble des producteurs de ce collectif qui pourraient être pour certains assez nombreux. Ça sera peut-être le cas de Pierrick, justement, s'il fait certifier sa structure en Bretagne, et donc que les 100 producteurs qui adhèrent chez lui ne soient pas déclassés et que l'ensemble du bois qui du coup le commercialise ne soit pas déclassé non plus. Donc, à chaque organisation de bien mettre en place cette phase d'audit et de suivi des producteurs. D'accord, merci pour cette réponse. J'espère que ça répond à la question. Apparemment, ça répond. Éric Incelin, vous aviez une autre remarque sur la croissance, non, la source sur les chiffres de croissance qui étaient indiqués. Vous pouvez peut-être reprendre la parole. Oui, c'était juste une question pour toi, connaître les sources. Ça me paraît beaucoup, c'est-à-dire que vous indiquez 1 à 2 tonnes pour 100 mètres, ça fait 10 à 20 tonnes par kilomètre, ce qui est à peu près 1 hectare. En feuillu, 10 à 20 tonnes de croissance par hectare, ça me paraît beaucoup pour du feuillu. Voilà, donc c'est juste pour connaître la source. Alors la source, elle provient des références que l'on a les uns ou les autres, mais avec une méthodologie qui est à caler. Et justement, parallèlement, on a mis en place pour aussi comptabiliser le carbone, pour d'autres enjeux, un référentiel de production plus abouti et plus fin. Alors, malgré tout, on a vérifié ces chiffres-là et ceux qu'on annonce là sont pas loin de la réalité. Et la productivité en bois bocager est très forte parce qu'il y a un effet lumière et un effet parcelle, apport par la parcelle aussi, qui bénéficie largement à l'arbre. Et donc, on peut être sur des productivités, même parfois qui sont plus fortes que ça, et d'autres un peu inférieures. C'est vraiment la pratique et la méthode de travail du producteur qui joue beaucoup. Je reviens sur la coupe au ras du sol. On a vu se développer avec les têtes d'abattage des coupes à 1,50 m, 2 mètres, sans reprise. Eh bien, on mesure rien que par ça une perte d'un tiers, de 30% de perte de productivité sur la régénération. Donc, c'est-à-dire que le fait de rien que de revenir couper à plat, on favorise l'émission de nouveaux brins et on régénère le système racinaire. Mais ça, c'est des secrets de Polichinelle qui ont été largement prouvés par les forestiers d'ailleurs. Eh bien, on augmente fortement la productivité. D'accord. Donc, on est dans les... Pour compléter, pardon, j'y pensais pas, mais ce référentiel de production nationale va faire l'objet d'un travail à travers le CASDAR Respect, c'est donc un financement qui a été obtenu par la fac agroforesterie au sein du ministère de l'Agriculture, donc avec un groupe de travail qui va plancher sur une méthodologie de référentiel de production et derrière déployer cette méthodologie à l'échelle nationale et de mobiliser là aussi les acteurs pour faire remonter un maximum de références dans tous les territoires nationaux sur un vrai référentiel de production, une sorte de tarif de cubage comme on peut l'avoir en forêt à travers les différentes sources existantes. D'accord. Monsieur Bailey, vous aviez aussi une question sur le tonnage, en plaquettes ou équivalent bois, bûche, bois d'œuvre. Est-ce que vous voulez poser votre question? Non, ça a été bon, déjà en fait abordé tout à l'heure la question clair. sur autre valorisation que les plaquettes bois énergie. Après, du coup, comme j'avais le référentiel prix sur la plaquette, après, je ne sais pas, est-ce que vous avez un référentiel prix sur du bois d'œuvre Non, on n'en est pas là sur le bois d'œuvre. Là, malheureusement, c'est une filière aussi qui est pas très développée ou plutôt qui souffre d'un déficit dit de mauvaise qualité du bois d'origine bocagère, ce que je partage pas beaucoup, tout du moins vis-à-vis de la région dans laquelle on est, où on a d'excellents bois d'œuvre en bocage. Pour l'instant, cette filière-là est à reconstruire à travers des valorisations, peut-être là aussi de niche. Mais donc, c'est un autre travail pour lequel on n'a pas de référence. Merci. Stéphane Pestel, si vous vouliez poser votre question sur la progressivité, allez-y.
Oui, bonjour, donc Stéphane Pestel, Chambre de Normandie. En fait, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la logique de progressivité. Je vois bien le niveau 1 qui est le socle de base pour entrer dans le label. Et ensuite, ma question, c'est plus comment le producteur rentre dans les différentes phases. Par exemple, quelqu'un qui aurait atteint au bout des 2 ans, si j'ai bien noté, la phase d'amélioration. Et par exemple, s'il se bloque sur des critères pour intégrer le niveau 3 de perfectionnement, comment ça se gère? Est-ce que c'est une situation, enfin, en fait, soit le perfectionnement, ma question, c'est soit c'est une logique vertueuse, un idéal vers lequel on voudrait tendre, ou alors c'est effectivement des conditions qu'il doit atteindre au bout des 10 ans, et effectivement, s'il les atteint pas, est-ce qu'il est sorti du label ou pas? Enfin voilà, c'est un peu la question. Alors oui, la progressivité, c'est pas 2 ans pour atteindre, donc c'est 6 ans pour atteindre 100% des indicateurs du niveau 2 et 10 ans pour atteindre 80% des indicateurs du niveau 3. Je pense que globalement, vu comment on démarre aujourd'hui, je pense qu'une grande partie des producteurs, il n'y aura pas de mal pour atteindre ces niveaux-là. Toutefois, oui, si à l'issue entre les 6 et 10 dernières années, il bloque sur les indicateurs de niveau 3 et qu'il n'atteint pas 80% de ces indicateurs de niveau 3, et ben voilà, est-ce qu'il perd le label et comment il le perd? Est-ce que voilà, on n'en est pas là pour l'instant, mais il faudra qu'on mette en place là aussi des mesures pour que le producteur ne soit pas sanctionné si une très grande partie des indicateurs sont bons. Mais bon, c'est une certification, donc il faut aussi garantir auprès du consommateur que ce qui est fait est bien fait, est bien mesuré, est bien mesurable. Donc voilà, on va essayer de s'y tenir pour l'instant, mais objectivement, je pense qu'une grande partie l'atteindront. Ok, merci. Merci. On avait aussi une remarque de Jean-François Lemel, président de l'Association des maires ruraux de Seine-Maritime, sur les possibles difficultés de déploiement du label en Seine-Maritime. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole à ce sujet, Monsieur Lemel. Non. Bon. Et donc sinon, je ne sais pas si vous avez une remarque, oui, voilà, pour ouais, je peux au moins répondre à la question. Situation Seine-Maritime en tout cas. Voilà, ouais. Justement, on est en contact avec les défis ruraux, enfin les CIVAM Normandie, Denis Hernandez et le parc des Boucles de la Seine normande, qui sont motivés aussi sur cette question-là et qui vont faire partie des acteurs que je vais aller rencontrer en tant que Normand pour les encourager et les former pour déployer le label sur leur territoire. Voilà. D'accord, merci. On arrive au terme de cette webconférence. S'il y a encore des questions, on peut peut-être continuer les échanges par le chat. En tout cas, la vidéo effectivement de la webconférence et le support de présentation sera en ligne sur le site du Réseau Rural. Donc Réseau Rural, vous tapez webconférence précédente, vous aurez toutes les sessions précédentes et puis le support de présentation. Donc merci beaucoup Laurent Nevou pour cette présentation et puis pour ces réponses. Pour les participants, vous pouvez rester un petit peu en ligne et puis mettre voilà, vos impressions ou vos dernières questions si vous souhaitez qu'on réponde par écrit. Voilà. Merci à tous. Merci.